sensoriel en équithérapie. Donc au cours de cette webconférence, on parlera d'abord de ce que c'est que la sensorialité, on redonnera quelques définitions, et surtout quelles sont les particularités du traitement sensoriel qu'on peut retrouver chez nos patients en équithérapie et comment ça se manifeste. Et ensuite, deux points très importants, comment aménager l'environnement pour que nos patients qui ont des troubles du traitement sensoriel puissent profiter au mieux de leur séance, et quel travail spécifique on peut proposer en équithérapie par rapport à ces particularités du traitement sensoriel. Donc un petit point sur la sensorialité. Une sensation, c'est une information qui provient d'un capteur au niveau des organes des sens. C'est simplement une information, visuelle, auditive, tactile, etc. La perception, c'est le traitement de cette information par le système nerveux et le cerveau. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est l'intégration sensorielle, qui est la capacité à relier et à trier les perceptions pour leur donner du sens et produire une réponse adaptée, que ce soit une réponse motrice, émotionnelle ou comportementale. Et c'est à cet étage-là que vont se manifester les troubles de l'intégration sensorielle et qu'on va pouvoir agir. Alors on nous apprend à l'école qu'on a 5 sens, mais en fait on en a 7, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc évidemment, le sens auditif, les sons, les bruits, mais aussi la perception des paroles, ce qui est quand même très important dans la communication verbale. Visuel, perception des formes, couleurs, mouvements, mais aussi des personnes. Les sens olfactifs et gustatifs, qui sont étroitement liés. Le sens tactile, la perception des textures, des températures, des formes. Mais on oublie souvent, et pourtant ils sont très importants et très présents dans nos séances en équithérapie, le sens vestibulaire, qui correspond à la perception de la position et du mouvement du corps dans l'espace, et qui est donc très en lien avec l'équilibre et le déséquilibre, et le sens proprioceptif, qui correspond, lui, à la perception de la position et du mouvement des différentes parties du corps, notamment grâce à des capteurs dans des articulations et dans les muscles, ce qui permet aussi de percevoir l'état de contraction ou de décontraction des muscles. Donc en fait, on a 7 sens. Et évidemment, des perturbations peuvent survenir dans l'un, l'autre ou plusieurs de ces 7 modalités sensorielles. Et enfin, un petit point sur la modulation sensorielle, qui est très importante. C'est un mécanisme du système nerveux central qui permet de filtrer les stimuli pertinents. On est tous en permanence soumis à plein de stimuli sensoriels tout autour de nous. Là, autour de vous, alors vous entendez le son de ma voix, mais peut-être que vous entendez aussi d'autres bruits. Le bruit sourd du frigo dans la cuisine, une mouche qui passe, un chien qui aboie au loin. Au niveau visuel, on est bombardé d'informations visuelles tout autour de nous. Au niveau tactile, on sent les frottements des vêtements sur notre peau, mais heureusement, notre cerveau filtre ces stimuli. Il sait que le frottement des vêtements sur ma peau, c'est pas une information importante, pertinente, donc il la met de côté. Ça permet de protéger le système nerveux de la surcharge d'informations sensorielles. Si le cerveau devait traiter de la même manière toutes ces stimulations sensorielles qu'il reçoit, ce serait infaisable, c'est ce qu'on appelle la surcharge. Et ça permet aussi donc de ne pas sur- ou sous-réagir au niveau comportemental aux stimulations sensorielles. Il ne faut pas que je saute au plafond dès que j'entends le moindre petit son, mais il faut quand même que je réagisse à certains stimuli. Il faut quand même que je réponde. Donc voilà, ça permet, la modulation sensorielle, c'est la capacité à faire le tri dans tout ça. Et souvent, ce système est défaillant chez les personnes avec un TSA, ça on commence à le savoir, donc trouble du spectre autistique, mais en fait aussi dans beaucoup d'autres troubles du neurodéveloppement, notamment dans le TDAH. On ne le prend pas encore tout à fait assez en compte, l'aspect sensoriel dans le TDAH, mais aussi dans d'autres tableaux cliniques. Donc on parle souvent d'hypersensibilité et d'hyposensibilité. L'hypersensibilité, c'est quand le canal sensoriel est trop ouvert, donc il y a trop de stimulation qui arrive en même temps pour pouvoir être traité. On dit que le seuil d'excitation est trop bas, c'est-à-dire qu'un tout petit peu d'information suffit à être en surcharge. Vous imaginez, vous avez soif, vous voulez vous servir un verre d'eau,
Vous ouvrez le robinet, sauf que ça sort à une vitesse vertigineuse et votre verre déborde très rapidement. L'hyposensibilité, ça va être le contraire. Le canal sensoriel n'est pas assez ouvert, il y a trop peu de stimulation qui arrive au cerveau. On dit que le seuil d'excitation est trop haut. Vous voulez remplir votre verre, mais vous ouvrez le robinet et ça coule en goutte à goutte, et avant de remplir le verre, vous en avez pour un bon moment, et pendant ce temps-là, vous continuez d'avoir soif. Ce serait trop simple si c'était que hyper ou hypo. Une même personne, elle peut être hypersensible pour certaines modalités sensorielles, hyposensible pour d'autres, voire même présenter des variations au sein d'une même modalité sensorielle. Je peux être hypersensible à des sons aigus, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, et être hyposensible au son de la voix humaine, ce qui est quand même assez embêtant pour les interactions sociales. Qu'est-ce qui se passe quand on a des hypos ou des hypersensibilités? Dans les deux cas, au niveau comportemental, on peut avoir une réponse passive ou active. Passive dans le sens où je vais dans le sens de mon seuil, trop bas ou trop élevé, ou une réponse active où je lutte contre ce seuil trop bas ou trop élevé. Donc, s'il s'agit d'une hypersensibilité, la réponse passive, quand je vais dans le sens de mon hypersensibilité, eh ben, ça va entraîner une hyperréactivité. Je vais être très vite submergé d'informations et je vais répondre par une hyperactivité, etc. Ma réponse active, si je lutte contre cette hypersensibilité, ça va provoquer des comportements d'évitement ou de fuite. À l'inverse, une hyposensibilité, si j'ai une réponse passive qui va donc dans le sens de mon hyposensibilité, je vais avoir peu de réactivité et je vais rester dans une passivité importante. Ma réponse active, si je lutte contre mon hyposensibilité, ça va être de la recherche de sensations, des autostimulations. Quelles conséquences sur le plan comportemental, moteur et relationnel? La liste est non exhaustive, mais au niveau comportemental, dès lors qu'il va y avoir un trouble de l'intégration sensorielle, des troubles sensoriels, il va y avoir des troubles de l'attention. On ne peut pas être attentif et concentré si on est pris dans des difficultés sensorielles. Donc ça va de fait entraîner une distractibilité, une attention restreinte, parfois des hyperconcentrations. Je m'enferme sur une tâche, je suis hyper concentré sur une tâche pour échapper au reste. Et du coup, forcément, des difficultés d'attention conjointe. Des troubles de la régulation du niveau d'activité, soit sur le versant d'une apathie, une passivité avec une certaine fatigabilité, soit sur le versant au contraire d'une hyperkinésie, donc un excès de mouvement, et une hyperréactivité, des réactions beaucoup trop fortes à des petites stimulations, ou une alternance entre ces deux tendances. Au niveau moteur, on va retrouver des difficultés de régulation tonique, soit de nouveau sur le versant d'une hypertonie, donc très tonique, très crispée, soit sur le versant d'une hypotonie. S'il y a une hyperkinésie, un excès de mouvement, ou à l'inverse une passivité motrice, dans les deux cas, ça va entraîner une mauvaise conscience corporelle. Si je suis tout le temps en mouvement, ou au contraire, jamais très peu en mouvement, je ne peux pas construire correctement mon schéma corporel, mon image corporelle, et du coup, j'aurai une mauvaise conscience corporelle. Ce qui peut entraîner aussi des difficultés de coordination, une maladresse motrice, et notamment des difficultés en motricité fine, mais aussi en motricité globale. Et enfin, au niveau relationnel, ces troubles de l'intégration sensorielle vont entraîner, donc on l'a vu, des difficultés d'attention conjointe, des difficultés d'ajustement dans le dialogue tonico-émotionnel. On est sur de la communication non verbale, comment au travers de mon état tonique, je communique quelque chose de mon état émotionnel. Des difficultés avec le contact physique, des difficultés de communication verbale et non verbale, et surtout une indisponibilité à la relation. C'est ce que je disais, si je suis pris dans des difficultés sensorielles, je ne peux pas être disponible pour rentrer en interaction, mais pour apprendre, pour lâcher prise, etc. Je ne suis pas disponible. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Premier axe, ça va être d'aménager l'environnement et nos séances. Si c'est possible, le mieux, c'est de pouvoir évaluer assez finement les particularités sensorielles de nos patients.
parce que chaque patient va vraiment avoir ce qu'on appelle un profil sensoriel différent. Donc il existe des outils d'évaluation que je ne vais pas vous présenter en détail, là je vous donne juste les noms, vous pourrez aller vous renseigner dessus. Donc vous avez le profil sensoriel de Dunn, c'est le plus utilisé en France et à l'étranger. Le profil sensoriel et perceptif de Bogdachina. Celui-là, vous en trouvez une version light sur Internet et vous le trouvez surtout à la fin du livre d'Olga Bogdachina que je vous présente à la fin de cette conférence. Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser ce type d'outils, tous les équithérapeutes ne vont pas utiliser des profils sensoriels. Mais si vous savez que vous avez un patient qui a des particularités sensorielles, vous le pressentez ou vous le savez, ça peut être intéressant dans ce cas-là d'orienter votre patient vers un professionnel qui, lui, pourra proposer un profil sensoriel. Et nous, on pourra ensuite tenir compte des conclusions de ce profil dans notre prise en soin en équithérapie, notamment au niveau des aménagements. Donc pour un patient hypersensible, quelle que soit la modalité sensorielle, après voilà, vous adaptez ça à chacun, mais je vais garder en tête que je veux éviter les surstimulations, je veux éviter la surcharge. Je veux éviter, souvenez-vous, de mon verre qui déborde. Je ne veux pas que son verre déborde. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de diminuer les stimulations pour favoriser la sécurité affective et le confort du patient et la disponibilité du patient. Donc si c'est une hypersensibilité au niveau proprioceptif, vestibulaire, je vais plutôt choisir un cheval dans un premier temps, calme, avec un pas très régulier, assez linéaire. Je peux, si vraiment il y a des troubles vestibulaires importants, proposer des appuis, étrier, selle à boudin, que moi, en tout cas dans ma pratique, je propose rarement, sauf si vraiment il y a une nécessité. Si c'est une hypersensibilité au niveau auditif, je vais limiter le verbal, je vais ralentir la parole. On ne s'en rend pas compte, mais on parle souvent très vite. Et plus on parle vite, plus les informations auditives arrivent vite et doivent être traitées en même temps. Donc, si je ralentis, ça va faciliter la compréhension et le traitement. Je peux utiliser parfois une musique de fond pour créer un bain sensoriel qui va faire office de filtre pour mon patient. Et dans les cas vraiment où le patient est très gêné par du bruit, on peut proposer des outils de type casque anti-bruit, bouchon d'oreille. Certainement pas pendant toute la séance. Vous verrez que toutes les adaptations qu'on propose, ça va être mesuré. Au niveau visuel, je vais éviter tout ce qui va être lumière vive ou changement de luminosité soudain. Je vais éviter les endroits encombrés. Je vais ranger mon manège, ranger les écuries pour pas qu'il y ait des choses qui traînent partout, pour pas qu'il y ait trop d'informations visuelles qui arrivent en même temps. À l'instar de la parole, je vais ralentir les mouvements pour laisser le temps d'analyser et qu'il n'y ait pas trop d'informations qui arrivent au même moment. Je peux utiliser des supports visuels, mais pas trop chargés. Pas des supports avec plein de couleurs, plein d'informations. C'est trop à traiter en même temps. Au niveau tactile, je vais vérifier quelles matières sont aversives pour mon patient. Je peux proposer des gants ou un autre médiateur pour, dans un premier temps, ne pas être en contact direct avec la peau. J'ai un patient qui a gardé des gants en séance, même par beau temps, parce que toucher directement avec ses mains, au départ, c'était trop compliqué. Et petit à petit, il a pu les retirer, ces gants. Et au niveau olfactif, limiter les odeurs fortes. Alors je sais bien, on travaille dans des centres équestres, il y a des odeurs. On ne peut pas s'y soustraire complètement, et ce n'est pas l'idée non plus. L'idée, c'est pas de mettre notre patient dans une bulle sans aucune stimulation sensorielle. Mais peut-être que c'est des patients à qui je ne vais pas d'emblée demander de curer les pieds avec le nez juste au-dessus du crottin, ou de rentrer dans un box qui est peut-être pas très frais. Je vais limiter. A l'inverse, pour un patient hyposensible, je vais plutôt proposer un environnement stimulant. Mais attention, en tenant compte des difficultés de traitement multisensoriel, c'est-à-dire traiter plusieurs informations sensorielles en même temps. L'idée, c'est pas de noyer mon patient dans plein de stimulations. Donc à l'inverse, je vais choisir plutôt un cheval avec des allures avec du rebond, et je vais pouvoir proposer différentes positions pour venir stimuler au niveau proprioceptif et vestibulaire, à l'envers, à genoux, en sac à patates. Je peux utiliser, s'il y a une hyposensibilité au niveau auditif, je peux utiliser des sons, des rythmes dans la séance. Et au niveau tactile, là, je vais plutôt aller favoriser le pot à pot avec le cheval. Là, je vais plutôt opter pour une monte accrue, etc. À chaque fois, ce ne sont que des exemples. C'est vous, en fonction des particularités décelées chez votre patient,
Et encore mieux, si c'est un patient qui peut en dire quelque chose, d'aller dans le sens de votre patient. D'abord en adaptant, donc en enlevant un petit peu, en allégeant les difficultés pour lui, et ensuite, dans un deuxième temps, en travaillant dessus, on va le voir. On garde toujours en tête que les aménagements qu'on propose doivent évoluer dans le temps en fonction de la tolérance et des difficultés du patient. L'idée, voilà, c'est pas de le mettre dans un petit cocon. Si on propose un casque anti-bruit, c'est pas pendant toute la séance. Et puis l'idée, c'est pas que mon patient il ait besoin d'un casque anti-bruit partout où il va dans sa vie. Donc petit à petit, les aménagements vont pouvoir être estompés. Tous ces aménagements doivent tendre à disparaître. Parfois, ils ne pourront pas disparaître totalement, mais on essaiera au fur et à mesure de les alléger ensuite. Toutes les adaptations et les aménagements qu'on aura mis en place. Mais pour ça, il faut attaquer cet axe-là aussi, donc un travail spécifique qu'on peut proposer en équithérapie. C'est vraiment un cadre qui s'y prête. L'équithérapie, on est de fait dans un milieu multisensoriel, donc ça peut nous mettre en difficulté sur les adaptations, mais par contre, c'est très propice au travail sur l'intégration sensorielle. Donc, André Bullinger, qui était un psychologue suisse et qui a créé le bilan sensorimoteur et l'approche sensorimotrice, nous dit que les flux sensoriels perçus entraînent une modulation de l'état postural et tonique de l'organisme. L'organisme, c'est la personne. Donc, en fait, il nous dit simplement que quand la personne reçoit des informations sensorielles, ça va avoir un effet sur sa posture et son tonus. Bon. Et que cet effet, c'est là que c'est intéressant, va de pair avec l'habituation que manifeste un organisme à une stimulation sensorielle stable. C'est-à-dire que si ce flux sensoriel est stable, alors la personne va pouvoir s'y habituer progressivement. C'est plus facile de s'habituer à un son continu que quelqu'un qui vous claque des cymbales à côté de l'oreille de façon impromptue. Or, le cheval envoie des informations sensorielles plutôt stables et continues, surtout si on est garant de ça. Le contact avec le cheval va être stable et continu, surtout quand on est à cheval, dans du portage. Le mouvement du pas, on peut s'assurer que ce soit quelque chose de stable et de continu. Les odeurs, alors on l'a vu, elles peuvent être incommodantes, mais au moins elles ont comme avantage d'être stables et continues. Donc ce patient peut plus facilement et progressivement accepter ces stimuli extérieurs lorsqu'il est apaisé par cette stabilité et la sécurité affective qu'offre le cheval et le cadre de nos séances d'équithérapie. Ça, c'est un peu le cadre global qui offre cette possibilité-là. Au-delà de ça, on va pouvoir proposer, donc pour un patient hypersensible, on va proposer plutôt quelque chose de l'ordre d'une exposition progressive aux stimuli aversifs. Et plus le patient sera acteur de cette exposition, plus les résultats seront rapides. Donc plus votre patient sera capable de vous dire ou de vous montrer ok, là j'atteins vraiment ma limite, ok, là je sais que je peux mettre un peu plus fort, ou je peux tenir un peu plus longtemps, ou je peux supporter un peu plus. Et s'il est acteur de ça, plus les résultats seront rapides. Au niveau proprioceptif et vestibulaire, on peut proposer une habituation progressive par des courbes de plus en plus serrées, des allures de plus en plus rebondies, en gardant vraiment en tête cette idée de progressivité, explorer des différentes postures à cheval, et tout ce qui va être travaillé avec les yeux fermés, et tout ce qui va être exercice de conscience corporelle, ça va vraiment venir stimuler au niveau proprioceptif et vestibulaire. Au niveau auditif, on peut profiter de la séance pour exposer à des bruits ou à des sons qui sont difficiles à supporter par le patient, en augmentant progressivement la durée et ou l'intensité et ou le volume. Au niveau tactile, alors là, un centre équestre, c'est très propice à ce genre de jeu. On peut aller explorer toutes les différentes matières qui sont à notre disposition. Les poils, les crins, la paille, le foin, les granulés, le sable, les copeaux, le cuir, les tissus, la différence entre sec et humide, dur et mou, chaud et froid. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main. Au niveau olfactif aussi, on peut aller explorer de la même manière. Donc on garde en tête que c'est une exposition progressive et que le patient doit être le plus possible acteur de cette exposition.
À l'inverse, pour un patient hyposensible, il va plutôt s'agir d'élaborer des stratégies pour que le patient puisse lui-même atteindre sa jauge, atteindre son seuil, remplir son verre d'eau. Vous vous souvenez, la personne hypersensible, elle va avoir trop vite son verre qui déborde, donc on va essayer de faire en sorte que son verre ne déborde pas aussi vite. Là, on va aider notre patient plutôt à remplir son verre d'eau. Parce que sinon, il continue d'avoir soif. Et quand on a soif, on a du mal à se concentrer sur autre chose. Donc l'idée, c'est de remplir son verre pour qu'il puisse ensuite accéder à d'autres choses. Donc on va essayer de donner au patient les outils nécessaires pour que déjà il puisse sentir quand est-ce qu'il a besoin de remplir son verre et quand est-ce qu'il atteint son seuil. Donc on peut passer par un travail de conscience corporelle, voire même de pleine conscience, dont le but, ça va être vraiment d'affiner ses sens et ses perceptions, par éventuellement des séances de relaxation à cheval, porter son attention sur les sons environnants, se concentrer sur un son spécifique, là on travaille du coup sur le filtre, la modulation sensorielle, porter son attention sur les sensations dans le corps, porter son attention sur les mouvements du cheval et comment ceux-ci mettent en mouvement mon propre bassin, mon dos, mes jambes, etc. Et si c'est des patients qui n'ont peut-être pas forcément accès à ce type d'exercice, on peut passer par des mobilisations passives, des pressions profondes pour vraiment venir donner des informations aux patients. Ça peut être parfois un patient qui, pour pouvoir se concentrer sur un exercice, j'avais un patient comme ça, on faisait un tour au trot, et le rebond du trot on faisait un peu monter l'adrénaline, mais surtout lui permettait d'atteindre son seuil au niveau vestibulaire proprioceptif, et ensuite il était disponible pour d'autres exercices. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les troubles sensoriels sont présents vraiment chez un grand nombre de nos patients. Peut-être qu'en entendant cette webconférence, vous avez pensé à certains de vos patients et vous vous dites, tiens, c'est vrai, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau sensoriel. Souvent, c'est trop souvent négligé. Alors que ces troubles sensoriels entravent la capacité à se concentrer, à apprendre, à communiquer, ou même simplement à se détendre et à prendre plaisir. Donc si on ne s'occupe pas de ces troubles sensoriels, si on ne les prend pas en compte, ben, on travaille un petit peu dans le vide. C'est un peu les fondations de la maison. Et si on construit une maison sans les fondations, la maison s'écroule. Donc comment on fait? On aménage l'environnement, tout en gardant en tête que les aménagements, ensuite, on essaiera de les estomper. Et on essaye de mettre en place un travail spécifique sur la sensorialité. Ça ne veut pas dire que toute notre séance va être basée là-dessus. Ça veut dire qu'on va l'injecter dans nos séances. Soit par de l'habituation progressive aux stimuli aversifs, soit par des stratégies de stimulation sensorielle. Je vous présente pour finir 2 livres, si vous voulez aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Donc celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Questions sensorielles et perceptives dans l'autisme et le syndrome d'Asperger, d'Olga Bogdachina. Il est vraiment facile à lire, il est facile d'accès ce livre, il explique extrêmement bien les particularités sensorielles et comment ça peut être vécu. Et surtout, à la fin de ce livre, vous trouvez du coup le profil perceptif et sensoriel d'Olga Bogdachina, dont vous pouvez ensuite vous servir, si vous le souhaitez. Et vous avez ce livre-là, Favoriser l'attention par des stratégies sensorielles, de Sonia Côté, qui est ergothérapeute, qui fait vraiment du coup le lien entre les problématiques sensorielles et les difficultés attentionnelles. Elle explique vraiment très bien pourquoi des difficultés sensorielles entraînent des difficultés attentionnelles et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors c'est plutôt axé pour des enseignants dans une classe, mais il y a plein d'astuces qu'elle propose qu'on peut très bien adapter à nos séances d'équithérapie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'en ai fini pour aujourd'hui. Voilà, pendant que je regarde si vous avez des questions, je vous présente les prochaines webconférences. Donc la prochaine, le 31 mars, comment raconter son histoire, un bon storytelling. Le 5 avril, de quoi souffre le cheval en littérature. Le 7, restreindre l'alimentation au pâturage. Et enfin le 12, le RESP qui présente la biosécurité sur un hippodrome. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vous rejoins dans le chat aussi.
Les problématiques sensorielles, c'est quand même bien en train d'être étudié en ce moment. Donc vous avez beaucoup d'ouvrages qui sortent là. Si vous le souhaitez, je peux vous en donner d'autres. L'auteur du second livre, c'est Sonia avec un Y côté, comme les trois côtés d'un triangle. Alors, une formation est-elle nécessaire pour utiliser le profil d'Olga Bogdachina? Alors, il me semble que non, puisque le livre est en vente libre, comme n'importe quel livre en librairie, et que son profil se trouve à la fin du livre. Donc, je ne suis pas sûre. Alors, par contre, c'est toujours utile de faire une formation, mais pour le profil d'Olga Bogdachina, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Par contre, pour le profil sensoriel de Dunn, je pense qu'il faut vraiment faire une formation. Et je ne suis pas sûre que ce soit un outil qui soit disponible pour tout le monde. Alors, une question sur les diplômes. Je suis équithérapeute diplômée, oui. Quelle a été ma formation? Donc, moi, j'ai été formée à la SFE. Vous dites que vous êtes en formation, mais que vous aurez une qualification, non pas un diplôme. Alors, on s'éloigne un peu du sujet du jour. J'ai pas vraiment de réponse à ça. La seule réponse que je peux vous donner, c'est que moi, j'ai été donc formée à la SFE. Une question concernant l'environnement. Comment faire pour tous les bruits, mouvements du cheval qui inquiètent nos patients? Les chevaux qui hennissent, qui secouent la tête. Effectivement, alors comme je disais, on ne va pas pouvoir mettre nos patients dans une bulle complète et les protéger de tout, mais on va faire des choix stratégiques. On va faire des choix stratégiques de quel cheval je vais prendre. Donc effectivement, je vais peut-être pas prendre un cheval qui a tendance à appeler ses copains, à hennir, à beaucoup secouer la tête. Je vais prendre un cheval un peu placide dans un premier temps. Peut-être qu'avec ce patient-là, on va se retrouver directement dans le manège, juste avec son cheval de séance, et on ne va pas traverser l'écurie où il y a plein d'autres chevaux qui bougent, qui hennissent. Peut-être que je vais placer sa séance plutôt à un moment très calme au centre équestre, et certainement pas le mercredi après-midi quand il y a en plus les cours des gamins qui crient dans tous les sens. Voilà, c'est des choix. Après, il y aura toujours des moments où il y aura un bruit, on ne peut pas se prémunir de tout, et c'est très bien, ça fait partie du travail. Après, c'est comment on accompagne le patient pour le rassurer, pour qu'il puisse mieux supporter ces bruits soudains ou ces mouvements soudains. Alors, les questions sur les formations, je pense que c'est pas vraiment le lieu pour y répondre. Vous avez beaucoup d'informations disponibles là-dessus. Il y a eu des webconférences aussi, il me semble, sur les différents métiers de la médiation équine. Voilà, je vais pas répondre à ces questions-là aujourd'hui. Je vais me concentrer vraiment sur les questions qui concernent les particularités sensorielles. Vous m'excuserez. Alors, ah oui, pour les personnes n'ayant pas accès au langage verbal, comment repérez-vous le seuil des besoins, que ce soit pour les hyper ou les hypos? Effectivement, c'est toujours plus difficile quand c'est des patients qui n'ont pas accès au langage verbal. Pour ces patients-là, vraiment, je préconise un profil sensoriel. Alors, le profil sensoriel, je ne vous ai pas expliqué, c'est en fait un questionnaire. Bogdachina, il y a plus de 200 questions. Profil de Dunn, il y en a un peu moins de 150. C'est des propositions type lorsqu'il y a beaucoup de bruit, se couvre les oreilles ou se cache les yeux lorsqu'il est exposé à une lumière forte, etc. Et en fait, les parents, les aidants, les accompagnants cochent sur une échelle de 1 à 4, ce qui nous permet déjà de voir dans quelle modalité sensorielle il y a une hyper ou une hyposensibilité. Et en regardant un petit peu plus près les questions, on peut voir est-ce que ça concerne, si c'est au niveau auditif, voilà, quel type de bruit ça concerne, est-ce que c'est des bruits soudains, est-ce que c'est des bruits sourds, des bruits de fond qui perturbent. Voilà, ces outils-là sont vraiment, vraiment utiles parce qu'en fait, c'est des outils qui vont être complétés par la famille, les aidants, les personnes qui vivent avec votre patient au quotidien et qui connaissent ses réactions. Et à partir de là, on va pouvoir calculer. Et puis, on va pouvoir l'observer aussi. On va voir le moment où, si c'est un patient hyposensible, par exemple, parfois, je vais proposer en début de séance, je ne sais pas moi, de sauter pendant 3 minutes sur un trampoline. Et puis, on va percevoir le moment où le patient, ça y est, il a nourri son besoin sensoriel et ça y est, il est disponible pour faire autre chose.
Et puis il y a un moment dans la séance où peut-être il va décrocher. On sent que on l'a plus avec nous, on n'arrive plus à être en interaction ou à lui proposer des activités. Ok, on l'a perdu, peut-être que son verre est vide, et ben on va faire, comme je disais, un tour au trot pour venir un peu secouer tout ça, et de nouveau le patient va être disponible. Voilà, on va aussi le percevoir comme ça. Alors oui, il y a un replay. Merci d'avoir trouvé mon exposé très bien fait, c'est très gentil. Le PowerPoint, vous allez l'avoir en téléchargement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les troubles de l'intégration sensorielle? Alors, une patiente qui refuse de toucher la longe. Rapport difficile au tactile. Ok. Voilà, ça c'est très concret. Effectivement, ça peut être un peu un frein. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ne la dérangent pas au niveau tactile et par lesquelles on pourrait remplacer cette longe? Est-ce qu'on peut mettre, je sais pas, fixer un anneau en plastique sur la longe? Peut-être que la texture un peu molle en tissu de la longe est désagréable, mais qu'avec un anneau en plastique, elle pourrait le tenir, quelque chose d'un peu plus dur, et puis plus facile au niveau de l'appréhension. Voilà, c'est là que, ce que je disais dans la présentation, on peut utiliser un médiateur, c'est-à-dire quelque chose qu'elle va pouvoir toucher de différent. Et ça va être propre à chaque patient. Donc là, j'ai pas de solution. Ça peut être aussi, je sais pas, une balle de tennis fixée sur la longe, quelque chose, voilà, qu'elle acceptera pour le coup de tenir. Et vérifier si c'est vraiment le toucher de la longe ou si c'est une appréhension parce qu'au bout de la longe, il y a un cheval. Ça peut être aussi, mais ça peut être effectivement purement tactile. Et voilà, essayer de trouver quelque chose qu'elle n'a pas de difficulté à tenir et voir si vous pouvez le fixer sur la longe ou quelque chose de cet ordre-là. Et à côté de ça, donc ça c'est aménager, et à côté de ça, travailler sur explorer différentes textures pour qu'elle puisse s'habituer à de nouvelles sensations et progressivement les accepter, on espère. Comment mesurez-vous les évolutions dans l'intégration sensorielle chez vos patients? Eh bien, je peux réutiliser un profil sensoriel. Il n'y a pas de délai de test-retest. D'ailleurs, un profil sensoriel peut varier dans le temps, ça je ne l'ai pas précisé, mais alors non seulement ils peuvent être hyper, hypo dans les différentes modalités au sein d'une modalité, mais en plus un profil sensoriel peut varier d'un mois à l'autre, parfois même d'une semaine à l'autre. Bon, donc c'est pas du tout interdit de refaire passer un profil sensoriel ou d'aller vérifier le profil sensoriel qui a été complété et est-ce qu'aujourd'hui on mettrait les mêmes réponses. Et puis je vais le mesurer aussi par la disponibilité de mon patient et ses progrès dans d'autres domaines. Après, je peux me fixer effectivement des objectifs très simples au niveau sensoriel. Eh ben, je vais reprendre l'exemple de la personne dont la patiente ne voulait pas toucher la longe. Eh ben, je vais fixer un objectif, accepte de tenir la longe pendant 10 secondes. Et puis, une fois que cet objectif sera passé, accepte de tenir la longe pendant 30 secondes, puis 1 minute, puis voilà, il n'y a plus de souci, elle tient la longe, elle peut faire du travail à pied avec son cheval. Fixer des tout petits objectifs, et donc ça va être mesuré en temps. Combien de temps le patient peut supporter, combien de temps est-ce qu'il reste disponible dans la séance, combien de temps, voilà, ou quelle intensité, etc. Ça va être à chacun après de définir ses critères de mesure. Ce serait intéressant d'observer aussi la réaction des chevaux face aux différentes particularités sensorielles des personnes à cheval et équilibrer au mieux la relation homme-cheval. Tout à fait. Et je dirais même plus, nos chevaux aussi ont chacun leurs particularités sensorielles. Et ça peut être très intéressant de mettre en lien ou de faire travailler notre patient sur les particularités sensorielles de son cheval pour ensuite faire des liens derrière.
Ah oui, bonne question. Sur l'environnement, comment faire lorsqu'on fait des séances en groupe pour adapter l'environnement au mieux et rassurer les patients sur tout ce qui se passe dans une écurie? Alors, c'est sûr que quand on travaille en groupe, c'est toujours très compliqué parce que chaque personne va avoir ses propres particularités. Donc, si vous en avez un qui est hypersensible, l'autre qui est effectivement, ça devient un peu un casse-tête. Euh, donc, on va essayer effectivement d'apporter les stimulations aux uns sans que ça vienne déranger ceux qui vont y être hypersensibles. Il faut vraiment individualiser et vraiment apporter spécifiquement à chacun ce dont il a besoin. C'est vrai que c'est plus compliqué. Moi, je vais plutôt quand même dans le sens d'une séance un peu épurée et amener vraiment des stimulations que aux personnes qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin, pour éviter de gêner ceux que ça peut venir perturber. Et rassurer les patients sur tout ce qui se passe dans l'écurie par la verbalisation, en expliquant, en montrant. Voilà, il y a que je vois que ça. J'accompagne un résident qui a peur de monter à poney, mais dès qu'il est dessus, il devient très souriant. Comment faciliter le moment où il monte? Alors, il y a eu une webconférence très intéressante sur les montoirs et vous avez un livre qui va paraître là, incessamment sous peu. Euh, donc, je, donc par le excusez-moi, par le domaine d'Ipios et Sophie Siri Olivetti et son équipe. Donc là, je vous conseille d'aller voir de ce côté-là. Est-ce que le travail autour des sens est un projet à part entière, comprenant plusieurs objectifs ou un objectif particulier dans un projet plus global? Je suppose que cela dépend des personnes. Ouais, exactement. Soit vraiment c'est une personne, sa difficulté première, c'est ça. Alors ok, bah, je vais faire un projet vraiment autour de ça. Mais le plus souvent, c'est un enfant qui va venir parce qu'il a un TDAH ou autre chose ou un TSA. Je vais avoir plusieurs objectifs, mais je sais que je vais devoir adapter mon cadre par rapport à ses particularités et que je vais peut-être ajouter aussi des objectifs spécifiques parmi d'autres, parmi des objectifs de développement moteur, parmi des objectifs cognitifs, parmi des objectifs relationnels et de communication. Donc ça dépend, vraiment. Après, moi, c'est rare, j'avoue, d'accueillir des patients où je ne fais que du sensoriel. Et puis ça serait vraiment assez fatigant, prenant, lourd, même pour le patient. Hein. Je pense que c'est rare de faire que ça. Peut-être qu'il y a des ergothérapeutes qui pourraient le faire, puisqu'il y a vraiment des patients qui consultent en intégration neurosensorielle. Moi, ça m'arrive rarement de faire ça à 100%. Voilà. Ah, le patient qui refuse le montoir. Oui, mais alors c'est pareil, hein. Il faut en tester plusieurs, de différentes manières. Il n'y a pas un montoir, il y a mille et une façons de mettre à cheval. Il va falloir expérimenter. Euh, Peut-être le filmer une fois et lui remontrer, lui montrer une photo de lui à cheval pour qu'il comprenne ce moment. Essayer surtout de savoir qu'est-ce qui lui fait peur dans ce moment du montoir. Est-ce que c'est lié à du vestibulaire? Est-ce que c'est la peur des hauteurs? Est-ce que c'est le mouvement qui est difficile, voire douloureux? Parfois il peut y avoir des douleurs au moment de la mise à cheval et puis une fois qu'il est installé, c'est bon. Voilà, s'interroger sur pourquoi et essayer d'autres manières. Voilà, donc vous avez le questionnaire de satisfaction qui est en train d'être rempli, je vois. Et je pense qu'on va bientôt clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. C'est moi qui vous remercie. Et moi aussi, je vous souhaite une très bonne journée.